Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis un bon moment pour partager avec vous des erreurs récurrentes et fréquentes que je vois souvent certains faire ou que même moi j'ai dû en faire par le passé. Donc l'idée ça sera de vous montrer les erreurs, vous montrer comment les éviter et par la même occasion vous partager quelques astuces et conseils. Donc installez-vous confortablement et on va commencer juste après le générique. Alors on commence par une erreur très commune qu'on a tous faite à un moment donné, celle de négliger les EPI ou équipements de protection individuelle. Je sais, ils peuvent être chiants à utiliser, ça tient chaud, on respire ou on voit mal. N'empêche, ça reste très important pour notre sécurité. J'ai eu aussi ce problème, donc j'ai essayé de trouver quelques alternatives à chaque fois. Donc par exemple, pour les lunettes, donc j'utilise actuellement une visière qui reste ouverte et donc il y a moins de problèmes de buée. Je l'utilise quand je fais des tâches longues où il y a beaucoup de projections. Et pour les tâches courtes, j'utilise des lunettes larges avec élastique que je trouve beaucoup plus confortables que des lunettes standards. Pareil pour le bruit, au lieu d'utiliser des casques anti-bruit de bricolage, j'utilise maintenant des casques audio Bluetooth sans fil. Avec leur forme qui enveloppe l'oreille, ils réduisent déjà pas mal de bruit, mais ils ont surtout la fonction de réduction de bruit active qui permet de ne pas être dérangé avec du bruit de machine, même pendant des longues sessions. Et cerise sur le gâteau, ils permettent aussi d'écouter sa musique ou son podcast avec une très bonne qualité. Parce que oui, la radio c'est sympa, mais une fois que vous avez mis votre casque et lancé votre machine, vous n'entendez plus rien quoi. Oh merde! Oh, c'est con ça! Pour la respiration, j'utilise une cagoule pour les tâches qui ne dégagent pas beaucoup de poussière. Par contre, quand il y a trop de poussière ou des produits chimiques, là il n'y a pas le choix, il faudra mettre le masque. Une autre erreur fréquente, c'est d'utiliser des machines sans les connaître. Et là, pareil, je sais que la plupart des gens ne lisent jamais les manuels d'utilisation ou se limitent aux premières pages. J'avoue, je faisais la même chose, mais j'ai trouvé une alternative plus sympa. Je regarde maintenant des vidéos tests sur YouTube. En 5-10 minutes, ça explique tout ce qu'il faut savoir sur la machine, comment changer les accessoires, comment l'entretenir, etc. Si c'est la première fois que vous utilisez une machine, je vous conseille de la faire fonctionner à vide pour s'apercevoir de sa puissance et de son couple, et même de faire quelques essais sur une planche martyre, et surtout ne pas considérer la machine comme un jouet. Je vois malheureusement certains amis youtubeurs jouer avec des machines pour faire un peu du divertissement, comme on dit, et ce n'est pas la bonne attitude à transmettre, surtout pour un public qui découvre ce type de machine et qui va l'utiliser mal dès le début. Après, il ne faut pas non plus en avoir peur parce que ce sont que des outils, donc si on respecte les règles d'utilisation et de sécurité, il n'y aura pas de problème. Alors cette erreur malheureusement est très très dangereuse, voire même la plus dangereuse, c'est de partir tête baissée dans une tâche sans la prévisualiser à l'avance. Et si vous devez garder un seul conseil de cette vidéo, je vous recommande de garder celui-là. C'est-à-dire une fois que vous avez préparé votre machine et avant de commencer, faites une sorte de simulation de la tâche dans votre tête. Voyez où vous allez placer vos mains. Il faut toujours qu'ils soient visibles. Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle qui risque de gêner votre mouvement? S'il n'y a pas de câble ou de tuyau d'aspirateur qui risque de vous gêner aussi? Comment on est positionné? Et comment aussi nos mains sont positionnées? Il faut qu'ils ne soient pas dans la trajectoire de la lame, ni devant ni derrière. Idéalement, vous pouvez aussi utiliser des serre-joints pour maintenir vos pièces. Et comme ça, vos deux mains sont sur la machine, donc ça vous permet déjà de mieux maîtriser la machine. Et en cas de problème, de tout lâcher et éviter que vos mains soient attirées vers la lame ou le forêt. Et dernier conseil, qui est important aussi, et très important, c'est une fois que vous avez commencé votre tâche, il faut toujours rester focus dessus, il faut toujours l'avoir de vue. Si vous devez chercher un poussoir ou un accessoire, s'il ne l'est pas, on va dire, à côté, que vous ne l'avez pas déjà préparé à l'avance, à ce moment-là, tant pis, il faudra tout arrêter, attendre que la fraise ou la lame est à l'arrêt, aller chercher vos accessoires, votre poussoir ou autre, et reprendre la tâche. C'est très très important parce qu'en une fraction de seconde, la lame elle est là et vous détournez un peu le regard, et il suffit juste qu'il y a un petit écart comme ça, un mouvement de travers, et là, vous aurez soit un kickback ou la lame, enfin
le bois peut aller sur vous ou votre main qui soit attirée vers la lame. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Donc toujours focus sur ce que vous faites et ne jamais détourner le regard quand vous êtes en pleine tâche de découpe ou d'usinage. Là aussi, c'est une erreur fréquente quand on commence le bricolage. On veut couper un panneau ou une planche, donc on prend deux tréteaux, on met notre planche et on commence à couper avec la scie. Là, il y a un problème qui va se produire avec donc les deux poids des deux parties du panneau, donc ils vont commencer à s'affaisser. Et en s'affaissant, ils vont pincer la lame de la scie, et donc vous avez deux possibilités. Soit vous avez une scie puissante qui va quand même continuer à finir la découpe. Vous allez voir des traces noires sur la planche qui sont dues à la surchauffe et au frottement de la lame. Et donc là, vous risquez d'user prématurément votre scie et votre lame. Soit vous n'avez pas une scie puissante, et donc là, vous allez complètement bloquer la lame, et vous risquez même ce qu'on appelle le kickback, c'est-à-dire le rebond vers vous, qui peut être très très dangereux. La bonne pratique, c'est d'utiliser 4 tréteaux, donc 2 pour chaque partie découpée. Et donc, quand on va découper, chaque partie sera soutenue par ces 2 tréteaux, et donc aucun panneau ne va appuyer sur la lame. La petite astuce que j'utilise moi et que je vous recommande, c'est d'utiliser des panneaux en polystyrène extrudé que je pose sur mon établi ou même par terre. Donc avec ça, je peux faire mes découpes sans problème et la lame ne va pas toucher le sol ou abîmer l'établi. En gros, l'erreur, c'est de coller votre lame contre le morceau et de lancer la machine. Généralement, avec les dents de la lame, donc vous allez tout de suite faire un dégât ou désaxer la lame par rapport à votre traçage. Et pour éviter cela, il faudra commencer très légèrement reculé, donc dans le vide, et ensuite commencer à découper. Comme ça, la lame elle est déjà en mouvement, elle peut déjà traverser le bois facilement. A contrario, quand on veut percer, là, il faudra faire l'inverse, c'est-à-dire on va poser le forêt sur notre poing, on commence doucement à percer jusqu'à avoir un petit trou qui évitera à la mèche de glisser, et puis après, on peut mettre la pleine puissance. Alors, quand on veut percer dans du bois, surtout dans le bois tendre, il y a toujours un grand risque qu'il éclate sur l'autre face, donc la face opposée, et que le trou ne soit pas parfait. Des fois, ça ne gêne pas quand on veut faire un trou rapide dans un espace qui ne sera pas visible. Mais si vous voulez faire les choses bien et éviter ce problème, il faudra mettre ce qu'on appelle une planche martyre, c'est-à-dire une planche que vous allez placer derrière votre pièce. Et donc, vous allez faire votre trou. Et en fait, en faisant votre trou, la planche qui est derrière va empêcher au bois d'éclater. Et donc, de cette manière, vous aurez un trou parfait des deux côtés. Alors, une autre erreur très fréquente est celle d'utiliser des accessoires ou des consommables de mauvaise qualité. Alors, en règle générale, quand on achète une machine, elle est livrée avec quelques lames et forêts. Dans la plupart des cas, ces accessoires ne sont pas de bonne qualité et vont juste nous dépanner quelque temps. Donc, peu importe la marque de votre outillage, même le plus haut de gamme, si vous lui mettez des accessoires ou des forêts ou même des lames de mauvaise qualité, vous allez forcer à un moment donné, donc vous allez avoir des risques de vous blesser ou même d'endommager la machine ou la pièce. L'exemple le plus parlant, c'est la voiture. Donc, vous pouvez prendre la meilleure voiture de course. Si vous mettez des pneus usés ou lisses, elle ne va pas être performante. Bah là, c'est pareil. Donc, ne négligez pas les accessoires et les consommables. Personnellement, j'utilise des accessoires et des consommables de la marque Wolfcraft, donc depuis maintenant plusieurs années. J'en suis très satisfait, donc si vous ne savez pas quoi prendre, bah, je vous recommande des accessoires de cette marque. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Alors là aussi, c'est une erreur très fréquente que je vois beaucoup de gens faire, c'est de visser sans appuyer assez ou au contraire visser en appuyant trop fort. Dans le premier cas, ça va faire tourner la visseuse dans le vide et endommager la tête de vis ou l'embout, et dans l'autre cas, ça risque de casser la vis ou de l'enfoncer trop. Il y a toujours un juste milieu, comme on dit. Il faut bien évidemment être sûr que l'embout est bien inséré dans la tête de vis, d'exercer une pression qui va maintenir l'embout dans le pas de vis et de rester droit le plus possible, puis d'appuyer sur la gâchette de la visseuse crescendo. Et là, on va se guider au bruit. Donc si on entend ce bruit-là, c'est qu'on ne visse pas. L'embout est sorti de la tête de vis et tourne dans le vide et donc risque d'endommager la tête de vis.
Par contre, si on entend ce bruit-là pour une visseuse à choc, là, on est en train de visser, donc c'est OK. Alors, si vous n'avez pas encore le coup de main et que vous voulez vous faciliter la tâche, je vous conseille d'utiliser des vis Torx qui ont cette empreinte-là, au lieu des vis classiques qu'on peut trouver qui ont cette empreinte-là. Pourquoi? Parce que les vis Torx tiennent plus facilement dans l'embout et donc seront plus faciles à visser. Le ponçage n'est clairement pas la partie la plus fun dans le bricolage. Ça peut prendre énormément de temps, c'est chiant, donc on essaye de trouver des astuces pour réduire ce temps. Et ce qui peut être assez tentant, c'est d'appuyer trop fort sur des zones à poncer pour aller plus vite. Mais c'est une fausse bonne idée, car on va appuyer plus ou moins fort selon les zones. Visuellement, on aura l'impression que la surface est lisse, mais en passant la main, on va se rendre compte que c'est irrégulier. La bonne méthode, c'est de poser la ponceuse sur la surface et de l'accompagner avec une légère pression, juste assez pour maintenir la ponceuse contre la surface. Et l'astuce, c'est de faire quelques traits légers avec un crayon sur les zones à poncer. Comme ça, on visualise les zones déjà poncées et celles où il faudra encore passer. Alors, les erreurs de prise de mesure sont également très fréquentes quand on ne connaît pas quelques principes. Par exemple, ne pas prendre en compte le jeu sur le bout du mètre ruban. En fait, ce jeu va permettre de compenser l'épaisseur du crochet selon comment on va prendre la mesure. Soit il va s'étirer quand on va prendre une mesure à l'extérieur, ou se rétracter quand on va prendre une mesure à l'intérieur. De cette manière, la mesure est toujours précise. Certes, ce ne sont que quelques millimètres, mais quand vous commencez à faire des pièces avec des assemblages précis, ces écarts vont vous sembler énormes. Et bien évidemment, il y a d'autres manières pour faire des prises de mesure plus précises que je vous détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais là, c'est pas vraiment le sujet. Alors, autre erreur, c'est de ne pas prendre en compte l'épaisseur de la lame. Et donc, on va bien prendre le temps de tracer, de mesurer, et tout gâcher en sciant sur le trait, par exemple. Alors, pour éviter ce problème, quand vous allez faire votre trait, il faut toujours indiquer le côté où il faudra découper. Et donc, vous êtes sûr qu'une fois la pièce découpée, elle gardera la même taille. Alors, ça va de soi, mais quand on arrive à ce stade de précision, il faut bien évidemment utiliser des crayons à traits fins, et non pas des crayons de charpentier qui ont des mines très larges. Et en bonus, je vous rajoute une dernière erreur que je faisais avant, et le jour où ça m'est arrivé, j'ai vite compris qu'il fallait plus jamais la refaire, c'est de percer dans un mur sans utiliser un détecteur pour savoir ce qui s'y cache derrière. Dans 99% des cas, ça va passer, il n'y aura pas de problème, mais le jour où vous allez tomber sur un câble électrique ou une canalisation, vous allez comprendre que rien ne vaut de perdre, allez, 10 secondes pour vérifier s'il n'y a rien derrière, avant de faire votre trou et vous éviter des réparations coûteuses qui vont vous faire perdre beaucoup de temps. Il existe plusieurs appareils qui ont cette fonction, donc je vous mets quelques références en description si vous voulez en savoir plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous épargner quelques problèmes sur vos chantiers. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like et à partager la vidéo. Comme ça me donne une indication si vous aimez ce type de contenu et donc je pourrais vous en proposer d'autres à l'avenir. Avant de vous quitter, j'avais une petite annonce à vous faire. Alors le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre, aura lieu la Maker Faire à Lille, donc c'est à la gare Lille-Saint-Sauveur exactement. Vous savez, j'y participe souvent et cette année, il y aura une nouveauté, c'est que je serai sur le stand de Wolfcraft avec qui on va organiser plein d'animations et surtout des cours de bricolage. Il y aura bien évidemment plein de cadeaux aussi à gagner de chez Wolfcraft et croyez-moi, ils ont vraiment mis la barre très haute en termes de cadeaux. Et tout ça, bien évidemment, gratuitement, donc l'entrée pour découvrir tous les stands et vous inscrire pour les cours, les animations, bref, ça va être vraiment génial. Donc, je vous mets toutes les informations dans la description et je vous attends nombreux et nombreux les 18, 19 et 20 octobre à la Maker Faire de Lille. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Salut à tous!